Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le 6 mars 2021, les électeurs convoqués dans les urnes pour les législatives. La campagne s'ouvre ce vendredi 26 février à 0 heure. Le président de la commission électorale indépendante prône une campagne apaisée. Ibrahim Koulibaly Kuibiya rappelle au respect des engagements contenus dans le code de bonne conduite. Une semaine de campagne pour les 1266 listes de candidatures pour ce renouvellement des 255 sièges de l'Assemblée nationale. Les candidats veulent ratisser large et multiplient les stratégies des porte-à-porte et autres actions de proximité que nous allons voir dans le dossier politique. La lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire se prépare à recevoir demain les premières doses de vaccins. Ce sont 504 000 au total attendus ce vendredi sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une acquisition dans le cadre de l'initiative du mécanisme COVAX qui a pour but d'assurer un accès équitable à la vaccination. Et puis au Niger, 2 personnes tuées lors des manifestations d'après-présidentielles. Le ministre de l'Intérieur annonce également 468 arrestations. Il a accusé Ama Amadou d'être à l'origine de ces actes. Le principal opposant est recherché pour incitation à la violence. La campagne électorale s'ouvre ce vendredi 26 février 2021 à 0h et prend fin le jeudi 4 mars 2021 à minuit. Le président de la CEI souhaite une campagne apaisée selon les règles prévues par le code électoral. Ibrahim Koulibaly Kuibiya appelle au respect des engagements, une adresse faite tant aux candidats qu'aux électeurs pour des élections sans violence. Michel Digri. Ce vendredi 26 mars à 0h, 1266 listes de candidatures iront à la rencontre des électeurs pour la campagne électorale des législatives 2021. Le président de la commission électorale indépendante rappelle le cadre réglementaire de cette étape importante du processus électoral pour le renouvellement de l'hémicycle. La campagne électorale est le moment indiqué pour aller au-devant des électeurs dans les limites de vos circonscriptions respectives pour exposer librement la noble ambition que vous nourrissez pour les Ivoiriens. Et ce, selon les règles prescrites par le Code électoral et les engagements contenus dans le Code de bonne conduite que vous vous êtes librement donné. Il s'agit de démontrer sans violence, sans invective, et sans provocation aux électeurs vos aptitudes à les représenter valablement à l'Assemblée nationale. La commission électorale indépendante, à cet effet, a mis à la disposition de chacune et de chacun d'entre vous des affiches à votre effigie pour éclairer et déterminer l'électeur quant au choix de son candidat, et des spécimens de bulletins de vote pour permettre à l'électeur de faire ce choix sans erreur. Koulibaly Kuibiya s'est également adressé aux électeurs. Vous serez l'objet de tant de convoitises ces jours à venir. La commission électorale indépendante voudrait insister sur l'idée que la période de campagne électorale est un moment d'écoute et d'échanges qui doivent vous permettre de choisir le meilleur profil pour servir les aspirations et les intérêts légitimes du peuple à l'Assemblée nationale. C'est donc avec civisme et responsabilité que vous devriez accueillir les candidats qui voudront s'adresser à vous par tous les canaux de communication non proscrits par le Code électoral. Le président de la CEI rassure, les forces de défense et de sécurité veilleront au grain pour une campagne paisible. Koulibaly Kuibiya insiste également sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la Covid-19. La campagne s'achève le jeudi 4 mars à minuit.
Ce sont 1266 listes de candidatures qui sont en course pour le renouvellement des 255 sièges de l'Assemblée nationale. Ils vont donc multiplier les meetings et les campagnes de mobilisation pendant une semaine. Certains étaient déjà depuis des mois sur les routes des régions. Les indépendants, les candidats de l'opposition ou du parti au pouvoir usent de toutes les stratégies pour ratisser large. Des porte-à-porte, soutien de personnalités de leur parti ou association. Comment ont-ils justement préparé cette période? C'est ce que nous allons voir dans le dossier politique avec Gabriel Zani. Depuis des mois, les candidats à la députation ne dorment plus. Ils font la navette entre les circonscriptions électorales, les activités économiques et les partenaires financiers. Histoire de renflouer leur caisse pour mieux préparer la campagne des législatives, Francine Sokouri vient de rentrer d'une visite de terrain dans des localités. Je fais du porte-à-porte avec des communautés. La pré-campagne, il faut toujours être présent, il faut aller vers les populations pour dire que vous êtes candidat. Et, ma localité, c'est 4 circonscriptions. Entre le financement des équipes de campagne, la logistique et les sollicitations pour les candidats indépendants dépendant des économies et des apports de bonne volonté, la tâche n'est pas facile. C'est-à-dire nous nous battons, le financement, nous essayons, nous avons d'abord, moi déjà, j'ai déjà préparé depuis quelque temps une épargne pour pouvoir me défendre sur le terrain, mais je constate que c'est encore difficile. Pour Jean-Michel Amonkou, même bien préparé, il faut toujours un peu plus. Ce candidat mise sur les discours. Que lorsque vous êtes engagé en politique, que vous avez des ambitions, vous préparez ces ambitions depuis belle lurette. Je pense qu'à mon niveau, je me suis efforcé de me préparer. C'est vrai que je n'ai pas grand moyen, mais je pense que la plus grande force d'un candidat, de celui qui veut prétendre à, c'est d'avoir les populations. Et aujourd'hui, les populations ne sont pas du tout dupes. Elles connaissent plus ou moins les candidats qui sont proches d'elles. Une bonne organisation peut aussi aider. Séverin Koné, Oundassien Guibessongui est de retour à Abidjan après 4 semaines de tournée pour finaliser les gadgets de campagne et autres dons en nature. Je peux vous dire que le budget de campagne est comme un gouffre sans fond. Et nous avons mis les équipes de campagne dans les 2 communes qui sont dans notre circonscription. Et également dans les villages, nous avons également mis des équipes. Cela a un coût important. Sans faux fuyant, je peux vous dire qu'une campagne coûte au minimum 60 millions. Et cet argent, il faut le réunir, il faut l'avoir. Au Front populaire ivoirien, Pascal Afin-Guesson sillonne les régions du pays pour soutenir les candidats du parti. Comme c'est le cas ici au foyer des jeunes de Koumassi, il présente Christine Conan et Abané Yvonne Delampou aux communautés. Si le budget seul pouvait faire gagner ici, il nous faut au moins 1 milliard. Nous avons toutes les présidentes d'associations qui sont avec nous. Et c'est elles qui constituent le maillon essentiel de notre campagne. Pour le président du FPI, le jeu politique en vaut la chandelle. C'est la démocratie qui est en jeu, l'équilibre du pouvoir. Donc le Front populaire ivoirien doit prendre toute sa place. C'est pourquoi je sillonne toutes ces circonscriptions pour apporter mon soutien personnel à tous nos candidats. L'équilibre des pouvoirs à l'Assemblée nationale est en jeu. La plateforme de l'opposition Agir ensemble a fait bloc autour du FPI. Dans cette alliance, on y retrouve Agir, l'alliance des générations ivoiriennes républicaines de Martial Aïpo et l'UDPCI d'Albert Mabry-Troicus. Avec les camarades du FPI et de la plateforme Arcassin, au total, je pense qu'on est autour de 90 candidatures pour notre plateforme des trois structures. Nous sommes avec COGEF et le FPI et Agir au niveau de 3 communes d'Abidjan. Nous sommes avec le FPI à Boaké. Tout ça fait que nous avons la trentaine de candidatures à défendre. Financer chacune des campagnes des candidats, assurer l'hébergement, le déplacement de près de 800 personnes pour être dans les bureaux de vote le jour du scrutin, tout ceci relève du miracle. C'est pourquoi les candidats ont été choisis en fonction de leur ancrage dans les localités. Le premier critère, c'était celui du charisme des candidats. Le deuxième critère, c'était leur ancrage au plan local, puisque l'élection législative fait appel aussi à des capacités de connexion avec la population locale. Et puis, bien entendu, le troisième point, c'est la vision que nous voulons faire passer au niveau des populations. Si l'opposition prépare son retour en force dans le jeu politique à l'Assemblée nationale,
le parti au pouvoir ne veut pas se laisser surprendre par les résultats au soir du 6 mars. 2 à 3 ans avant ces joutes électorales, les candidats retenus du RHDP étaient sur le terrain. Nous avons sur les 255 candidatures, 254 candidats du RHDP, dont nous couvrons l'ensemble des circonscriptions électorales. Ensuite, vous savez que depuis bientôt 2 ans, 3 ans, le RHDP est sur le terrain. Et cela a commencé peu avant les élections municipales du conseil régional. Donc la plupart des cadres et élus qui ont été choisis sont des responsables donc, dans leur région et sont depuis 2-3 ans sur le terrain. Un bon maillage territorial des animateurs locaux de base et des équipes de campagne mobilisées, la structuration du RHDP permet cette organisation. Nous avons un parti qui est très structuré et qui a une organisation donc à la base. Aujourd'hui, il s'agit pour ces animateurs locaux de continuer donc de faire ce qu'ils font. Nous avons eu un bon processus d'enrôlement qui nous a permis donc d'enrôler beaucoup de nos sympathisants, de les mobiliser autour de ce processus. Ensuite, je rappelle que le président de la Ouattara a été élu sur la base d'un programme et que les députés qui y aura à l'Assemblée nationale, en tout cas ceux qui sont du RHDP, ils vont pour accompagner le président dans la mise en œuvre du programme pour lequel il a été élu. Pas de chiffres pour l'ensemble des opérations de propagande d'information du RHDP. Pas de chiffres non plus pour les campagnes des candidats ou fouettistes. Le parti opte donc pour les soutiens des ténors aux candidats. En plus des moyens qui ont été donnés par le parti, je vais donner un soutien additionnel à chacun des candidats pour leur permettre justement de renforcer leurs moyens de proximité avec les parents, avec les populations. Au RHDP aussi, on est loin des campagnes à l'américaine. À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour les législatives, les 1511 candidats et leurs équipes de campagne sont sur les routes des 205 circonscriptions électorales. Ils devront les parcourir à nouveau pour espérer obtenir des sièges sur les 255 contre l'hémicycle. L'heure est donc à la course pour rallier les électeurs encore indécis. C'était le dossier politique, comment les candidats ont préparé la campagne pour les législatives. Et c'est dans un environnement de paix que doivent se tenir ces législatives. Dans la Nawa, il y a des actions de renforcement de la cohésion sociale. Alain Donwayi, le président du conseil régional en tournée de sensibilisation dans la localité de Grands Atri. Les populations se sont engagées à éviter les actes de violence. Jean-Marc Diadi. Localité de Grands Atri, à 38 km de Soubré, région de la Nawa. Cadres et chefs traditionnels de Bagoliwa, Gabagui et Parc Sou sont venus écouter les messages de paix et d'entente du président du conseil régional de la Nawa, Alain Donwayi. Les villages de la commune de Grands Atri ayant subi des incidents lors de la récente élection présidentielle, les populations ont fait part de leurs inquiétudes quant au bon déroulement des futures échéances électorales. Il faut éviter que nos villages brûlent. Il faut éviter qu'il y ait des affrontements ethniques, interethniques. Il faut éviter qu'il y ait des accrochages un peu partout. Que les gens aillent voter dans la paix. Nous présentons nos excuses parce qu'à la veille des élections présidentielles, il y a eu un petit bruit à Grands Atri. Il faut dire que ça, on a arrêté. Nous demandons à la jeunesse de rester calme. Le président Alain Donwayi a tenu à rassurer les autochtones quant à la sécurisation de l'élection législative et les a exhortés à plus de citoyenneté. Nous avons parlé cohésion, nous avons parlé des échéances qui vont arriver et nous avons sensibilisé donc tout le monde sur le besoin de cohésion, le besoin de paix et c'est ce qui importe le plus ici dans la région de la Nawa. La tournée de sensibilisation du président du conseil régional de la Nawa a pris fin dans le village de Roy. Ici, un tournoi de football pour la cohésion a été organisé. Une compétition qui a vu la participation des comédiens humoristes et des anciennes gloires de l'équipe nationale. Dans la région de Lamé, les actions de paix se renforcent également. Il y a désormais une maison des chefs traditionnels à Adzopé. L'inauguration a eu lieu lundi dernier, un cadre pour les têtes couronnées appelé à prévenir et faire taire les conflits. Issa Tchonayo. Une maison des chefs pour les têtes couronnées d'Adzopé, un centre multiethnique de médiation et d'arbitrage. C'est le don du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté à travers son programme national de la cohésion sociale à la chefferie d'Adzopé. La maison des chefs qui doit
profiter sans exception à toute la communauté est un instrument au service de la prévention et de la gestion pacifique des conflits. Elle comprend 4 bâtiments consacrés respectivement à la médiation et à l'arbitrage, à l'administration, au réfectoire et au logement de la chefferie. Le financement de la maison des chefs d'Azopé et du foyer polyvalent d'Aféry, y compris les équipements, sont estimés à 100 millions de francs CFA, entièrement financés par le Programme national de cohésion sociale. Cette maison servira à résoudre les conflits fonciers et assurer la cohésion entre les populations de la région. Un défi que les chefs traditionnels d'Azopé sont prêts à relever. C'est une immense joie qui, en effet, nous anime à l'occasion de cette cérémonie de remise de clés. Nous vous promotons, Madame la ministre et Monsieur le ministre d'État, d'en prendre grand soin, de la valoriser et de l'utiliser en bon escient pour une réelle promotion de la cohésion sociale. Le rôle des chefs traditionnels en Côte d'Ivoire est d'une importance capitale pour le président de la République, Alassane Ouattara. C'est pourquoi le ministre d'État, Patrick Achi, secrétaire général de la présidence, les invite à jouer leur partition dans la cohésion sociale. Leur rôle est majeur car ils sont le premier contact des populations. Avant même les sous-préfets, avant même les gendarmes, avant même les policiers, avant donc les autorités représentant l'État, c'est eux qui, à l'intérieur du village, ont l'obligation de maintenir la paix et la cohésion sociale. Après l'inauguration de la maison des chefs, la ministre Mariatou Kone a procédé à la pose de la première pierre du hangar des chefs. Le ministre de la Réconciliation nationale continue sa mission de vivre ensemble. Kouadio Konan-Bertin a reçu les ressortissants de la communauté CEDEAO. Ils apportent leur soutien à ces actions de paix et de cohésion sociale. Didier Nguessan. La communauté CEDEAO est heureuse de la création d'un ministère en charge de la réconciliation en Côte d'Ivoire au regard des conflits qui ont marqué les différentes élections dans le pays. Mieux, la communauté CEDEAO s'engage à soutenir le ministre Kouadio Konan-Bertin dans sa mission de réconcilier les Ivoiriens, car il y va de l'intérêt de toute la sous-région. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Je pense que le chef de l'État ne s'est pas trompé. Il faut le féliciter, il faut l'encourager et il faut l'accompagner. La tâche est difficile. Nous parlons aux hommes parce que c'est des êtres humains. Chacun des membres de la communauté a été mis en mission par le ministre Kouadio Konan-Bertin. Ils sont désormais ambassadeurs de la paix et porteurs de cette mission de réconciliation nationale. Engagement apprécié à juste titre par le ministre de la Réconciliation nationale. Nous sommes condamnés à vivre ensemble dans un même pays. Ce pays-là, ensemble, nous devons le construire, nous devons le bâtir. On ne peut pas bâtir la Côte d'Ivoire tant qu'on n'a pas reconstruit la paix et l'unité nationale. Donc je sais pouvoir compter sur eux. Je leur ai signifié et m'ont aussi indiqué pour que chacun apporte sa pierre à la construction de l'édifice. Le ministre exhorte les pays voisins à ne pas servir de base arrière pour une quelconque déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation nationale a expliqué sa démarche consistant dans un premier temps à écouter toutes les couches socio-professionnelles pour établir un diagnostic vrai avant de trouver des solutions adéquates. Et l'accès aux soins de santé est aussi au cœur des préoccupations. Les populations d'Atekou B3 ont désormais un centre de santé urbain, une initiative du conseil municipal qui veut rapprocher ses services des patients, des joies qu'on voit dans ce reportage de Grace Kando. Lorsque les femmes étaient malades, on se déplaçait, on partait jusqu'à Bobodoumé, à Lokodjuro. Il faut dire que ce n'était pas évident, ce n'était pas du tout, pour se faire soigner, ce n'était pas du tout facile. Aujourd'hui, par la grâce du président de la République et de notre ministre, M. Dao Polenko, nous avons aujourd'hui pu inaugurer notre centre de santé et vraiment ça nous fait plaisir. Fini donc les difficultés des populations des 10 000 habitants d'Atekou B3 en matière d'infrastructures sanitaires. Elles bénéficient désormais d'un centre de santé urbain composé de 4 services, maternité, laboratoire, dispensaire et pharmacie.
Selon le premier magistrat de la commune d'Atekoubé, par ailleurs ministre des Sports, ce centre de santé vise à rapprocher les populations des services de santé. Construit par le conseil municipal d'Atekoubé et équipé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette cérémonie d'inauguration est l'occasion pour le ministre Aka Awele de revenir sur les réformes engagées par le gouvernement dans le secteur de la santé, notamment la politique de gratuité ciblée en faveur de la femme enceinte et de l'enfant âgé de moins de 5 ans, et ce, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir. Le vote de la loi instituant la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, la réforme de la pharmacie de la santé NPSP pour améliorer la disponibilité des médicaments. À ces réformes s'ajoutent d'énormes investissements dans la construction d'infrastructures sanitaires d'un volume de plus de 830 milliards de francs CFA, décidé par son Excellence le Président de la République. Avec ce nouveau centre de santé urbain, la commune d'Atekoubé compte désormais 8 centres de santé. Les populations du village de Didablé dans le département de Toumoudi ont aussi accès aux soins de santé. Désormais, il n'y a plus d'inquiétude pour les cas d'évacuation. La localité dotée d'une ambulance, ce matériel roulant remis aux bénéficiaires par la ministre Raymond Goudou-Kofi. Charles Tatou. Le gouvernement répond aux soucis des populations rurales en matière de santé dans la région du Bélier. À titre d'exemple, Didablé, village du département de Toumoudi, retenu au programme des formations sanitaires à équiper en ambulance, vient de recevoir la sienne. Il y a très longtemps que nous avons eu l'hôpital. Nous avons plusieurs fois fait des doléances et nous n'avons pas reçu d'ambulance. Mais cette fois-ci, c'est une réalité et c'est une immense joie pour les populations de Didablé. Nous disons effectivement merci à M. le Président de la République pour ce don. Les autorités locales ont procédé à la remise officielle de ce matériel roulant aux populations bénéficiaires. Même action de solidarité du gouvernement à Boniko, dans le département de Djekanou. L'ambulance remise aux bénéficiaires Boniko est une grande zone de production de cacao. Cette ambulance facilitera les évacuations des malades de la localité vers les grandes villes. Ce qui domine l'actualité en santé, c'est la lutte contre la Covid-19. Attention, c'est une pandémie qui n'est pas encore terminée. On fait le point de la situation. Voici les chiffres de ce jeudi. 52 nouveaux cas de Covid-19 sur 3359 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 91 guéris et un décès. La Côte d'Ivoire compte donc 32 347 cas confirmés, dont 31 315 personnes guéries, 189 décès et 843 cas actifs. La situation mondiale de la Covid est alarmante. La pandémie fait que la demande de vaccins est supérieure à l'offre. Près de 200 projets sont en cours dans le monde. 12 en tête est déjà opérationnel sur le marché international. À l'initiative du mécanisme COVAX, la Côte d'Ivoire reçoit demain sa dotation 504 000 pour les premières doses de vaccin. Un vaccin anti-Covid-19 en Côte d'Ivoire. Quand, comment et pour qui? Élément de réponse avec Salima Toudia. La denrée encore rare et produite par peu de sociétés pharmaceutiques sera dans quelques heures en territoire ivoirien. C'est le vaccin anti-Covid-19. La Côte d'Ivoire a réussi, grâce à l'initiative COVAX, à tirer son épingle du jeu avec la réception ce vendredi de 504 000 doses de vaccins. C'est environ 25% des 2 040 000 doses de vaccins que le dispositif COVAX devrait être en mesure de fournir au pays pour le premier semestre 2021. Mais le défi majeur des campagnes de vaccination pour les pays africains est celui d'assurer les conditions de conservation des doses. On ne nous livrera pas ce vaccin si nous n'avons pas la preuve que nous pouvons garantir une bonne conservation. Mais sur ce sujet, la Côte d'Ivoire a une position très avant-gardiste. Nous avons la direction du programme élargi de vaccination qui est parfaitement outillée, qui est d'ailleurs certifié ISO pour sa bonne maîtrise
de la conservation. La chance que nous avons, c'est d'avoir un vaccin qui se conserve à la température habituelle de conservation des vaccins, notamment entre plus 2 et plus 8 degrés. Et donc, nous avons les équipements nécessaires, notamment les chambres froides pour conserver ce vaccin au niveau central et même au niveau régional. Et les réfrigérateurs que nous avons aussi, les districts sanitaires et dans les centres de santé, peut servir aussi à la conservation de ce vaccin. Le coût de la chaîne de froid a été assuré par l'État pour faciliter le transport et le respect de la chaîne de froid pour des milliers de doses. La vaccination n'est pas obligatoire, mais reste nécessaire pour vaincre le virus. Elle est essentielle et elle est utile. Nous sommes convaincus que c'est par la vaccination de nos populations que nous allons pouvoir réduire la transmission du virus en Côte d'Ivoire. Le vaccin qui est attendu, c'est le vaccin AstraZeneca. Donc c'est un vaccin qui a été homologué par l'OMS et qui est fourni par l'initiative COVAX. Donc ce sont ces deux vaccins qui ont l'autorisation d'utilisation d'urgence, notamment de l'OMS et aussi par la Côte d'Ivoire parce que l'autorité de régulation de la Côte d'Ivoire a donné son autorisation. Un plan stratégique de mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été élaboré entre le ministère de tutelle, l'unité de coordination des projets santé Banque mondiale et les partenaires. Pour cette première phase, 3 cibles sont à vacciner: le personnel de santé, les forces de sécurité et le corps enseignant. Nous allons recevoir 504 000 doses et donc comme il faut 2 doses par individu, donc il faut le diviser par 2, à peu près 252 000 personnes que nous attendons pour le premier passage. La campagne de vaccination est prévue pour le 15 mars prochain et s'étendra sur 10 jours. Zone géographique prioritaire, Abidjan, l'épicentre de la maladie. Où se fera-t-on vacciner? Les sites de prélèvement de Covid-19 ou encore l'Institut national d'hygiène publique devront faire partie des différents lieux de vaccination identifiés et qui seront rendus publics. Le dispositif COVAX, qui vise à fournir aux pays à faible revenu leur première dose de vaccin anti-Covid, prévoit de fournir près de 2 milliards de doses cette année, même si les pays riches sont accusés d'entraver le dispositif en commandant de nouvelles doses. Le monde entier se bat pour obtenir des vaccins anti-Covid-19. Et cette bonne nouvelle pour les start-up ivoiriennes, le gouvernement les accompagne dans leur parcours d'entrepreneurs. Un fonds spécial de 500 millions de francs CFA est mis à leur disposition. C'est le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, qui a fait l'annonce. C'était à l'occasion du lancement de la plateforme associative d'entreprises technologiques et innovantes. Cheikh Koné. Ils sont jeunes, ils débordent aussi bien d'énergie que d'idées innovantes. Mais dans leur parcours entrepreneurial, très peu de startups rencontrent le succès. La raison, le manque de financement et d'encadrement, une difficulté qui vient enfin de trouver une issue. J'instruis les services de mon département ministériel à l'effet de la mise en place d'un fonds spécial pour vos startups. Et ce fonds va s'élever dans un premier temps à 500 millions de francs CFA. Donc, sur les 2 millions... J'ai bien noté qu'il y a 2,3 millions d'euros que vous cherchez à mobiliser. Donc le département du ministère de la Jeunesse va mobiliser 750 000 euros comme fonds de départ. Justifiant cette dotation, Mamadou Touré a indiqué que le gouvernement est résolument engagé à faire éclore les champions nationaux. Une ambition qui cadre selon lui avec l'initiative Côte d'Ivoire Innovation 20, un collège de 20 startups technologiques réunis sous forme associative. Nous pouvons faire des choses en Côte d'Ivoire par des jeunes Ivoiriens et il faut commencer par ceux-là. Et de cette génération va naître plusieurs champions nationaux. Donc notre objectif avec le CI20 programme aujourd'hui, c'est de propulser 100 jeunes champions nationaux d'ici les prochaines 5 années. Invité spécial à cette rencontre, le ministre sénégalais en charge de l'entrepreneuriat des jeunes a partagé son expérience. Pour Papa Amadou Sarr, les startups de la zone communautaire doivent être accompagnées. Si vous regardez aujourd'hui, l'économie mondiale est dominée par les GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc. Et aujourd'hui, la plupart de ces entreprises ont commencé petit, dans des garages, avec moins de 1 000 $. Et c'est ce que nous voulons, que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et l'UEMOA de façon globale, accompagnent les startups et les PME à devenir les futurs champions de l'Union. Les 2 ministres ivoiriens et sénégalais ont annoncé une synergie d'action pour dynamiser l'écosystème des startups. Notons que plusieurs personnalités ont pris part à ce lancement, au nombre desquelles la secrétaire d'État, Miss Belmondo Dogo.
Et on voit aussi ces lignes qui bougent dans l'enseignement supérieur. Un nouveau restaurant pour l'université de Daloa. Le ministre Adama Diawara vient de remettre officiellement les clés aux responsables des œuvres universitaires. 4000 repas servis par jour aux étudiants. Et vous allez le voir, c'est un soulagement pour eux. En attendant la construction des cités, le reportage de Sephora Zeki. L'université Jean-Laurent Nyonguédé de Daloa a désormais une cuisine moderne et un restaurant capable de servir environ 4000 plats par jour. Un soulagement pour les étudiants. L'ancien restaurant n'était pas vraiment pratique. Donc on était obligé, certains étudiants étaient obligés d'aller dehors pour pouvoir manger. C'est vraiment une joie pour nous. Le nouveau restaurant est vraiment accessible et l'hygiène aussi y est. Abiba Tidou Sanogo, la présidente, après avoir exprimé sa gratitude au gouvernement, fait un plaidoyer. Nous souhaitons que le programme fait par l'État sur l'extension de l'université et la construction de la présidence, de la vice-présidente et de manière très urgente et imminente de la scolarité centrale puisse se poursuivre. La construction de cette cuisine qui comporte une salle de plonge, une zone de cuisson, plusieurs zones de préparation et un stockage externe de gaz butane d'une capacité de 30 000 litres fait partie du programme d'extension de cette université, selon Adama Diawara. Pour 5 900 étudiants, je pense que l'État a fait beaucoup d'efforts. Et il faut reconnaître que cet ensemble cuisine et restaurant fait partie d'un vaste programme d'extension des universités de Daloa et de Korogo, entrepris par le président de la République depuis son accession au pouvoir en 2011. Tout ce que nous venons d'inaugurer aujourd'hui, c'est fait sur les fonds de l'État. Le nouveau restaurant de cette université compte 3 salles à manger de 150 places chacune, une salle de vaisselle et 6 chambres froides. Et il y a aussi des initiatives pour soutenir l'école dans le département de Toumoudi. Des cadres et des opérateurs économiques ont mis la main à la poche. Résultat, 3 salles de classe, 3 logements de maîtres, des tables bancs et bien d'autres qu'on voit avec Ader Sogodogo. 3 nouvelles salles de classe, 3 logements de maîtres, des toilettes modernes, une bibliothèque et la réhabilitation des autres salles de classe. Une école primaire complète. C'est un don d'une unité de production de bananes douces basée à Laourebo, village du département de Toumoudi. L'objectif de toute action humaine est de servir l'homme, de servir la communauté. Être utile à la communauté est pour Banassi un impératif, d'où notre joie d'investir dans l'éducation des enfants de Laourebo, village qui nous a permis d'installer la plantation. À Kwebo, la solidarité des cadres du département de Toumoudi vient régler le déficit en table-banc du collège moderne de la localité. C'est une bouffée d'oxygène que vous nous apportez, car l'établissement compte aujourd'hui près de 1000 élèves. Les efforts pour le bien-être des populations vont continuer. L'assurance a été donnée par les cadres de Toumoudi. On s'arrête à Songon pour voir cette autre action d'amélioration des conditions de vie. Les villages de la commune mis sous tension. Les populations de Agban-Atié 1 et Koloukro ont désormais accès à la lumière. Patricia Omouetia. Le petit Seka, 10 ans, en classe de CM2, ne peut contenir sa joie ce matin sur la place du village. Comme les autres fils du village, il se trémousse au son de la musique pour exprimer sa joie. Son village Agban-Atié 1 passe désormais à la lumière. Pendant plus d'un demi-siècle, ces 2 villages sont restés dans l'obscurité. Avant, on se débrouillait avec les lampes tempêtes. En tout cas, on avait les difficultés, on était dans le noir. Vraiment, ce n'était pas facile. Nous sommes là depuis des années, plus d'un siècle ici. Et nous avons toujours, depuis nos aïeux jusqu'à maintenant, nous avons toujours lutté pour avoir de l'électricité dans notre village. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de constater que la lumière vient dans notre village pour compléter le développement. Les villages de Agban-Atié 1 et Koloukro dans la commune de Songon bénéficient ce jour chacun de 2 transformateurs de 36 foyers lumineux pour l'un et 44 foyers lumineux pour l'autre. Coût global des travaux, 69 millions de francs CFA. La visite du ministre-gouverneur s'est poursuivie dans le village de Songon-Braté. Ici, il a fait don d'une ambulance médicalisée à la communauté des sœurs de la paroisse Saint-Jean de Songon-Braté. Dans le secteur agricole, un accord pour avoir des semences de riz. Il est signé entre le ministère de la Promotion de la Riziculture et une firme internationale. C'est une assistance technique et financière à toute la chaîne de valeur de la filière rizicole. Cheikh Koné.
Cet accord va porter sur 4 axes de collaboration dont l'objectif final sera un développement de toute la chaîne de valeur du secteur de la riziculture. Par cet accord, il s'agira dans un premier temps de mettre à la disposition de l'agriculture nos solutions innovantes pour une agriculture durable. Dans un second temps, le présent protocole de collaboration nous permettra d'offrir aux planteurs et aux leaders de pôle notre accompagnement technique qui est le garant de la bonne utilisation des solutions que nous proposons, mais aussi de l'atteinte des objectifs de haut rendement et de qualité du riz paddy que nous visons. Dans un troisième temps, notre collaboration inclut le volet financement de la chaîne de valeur. Dans la pratique, cet accord entre Syngenta et le ministère de la Promotion de la Riziculture sera axé sur la fourniture d'un portefeuille complet de produits de protection de culture. En outre, la firme internationale va collaborer avec le ministère afin d'assurer auprès des partenaires de la chaîne de valeur le transfert de technologie, l'assistance technique et les formations nécessaires pour l'amélioration de la production en quantité et en qualité. Syngenta va faciliter la livraison de tout ce qu'il y a comme produit phyto à nos leaders de pôle et par conséquent aux producteurs. C'était un souci important pour les producteurs. Parce que même si vous avez les semences, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour lutter contre les mauvaises herbes, pour lutter contre les insectes, votre production ne peut pas être de qualité. Le gouvernement ivoirien a adopté en 2020 la stratégie nationale de développement de la riziculture sur la période 2020-2030, dont l'objectif est d'assurer l'autosuffisance en riz de bonne qualité avant 2025. C'est une tournée pour semer la gaieté. Bonjour Tour s'est arrêté place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Une émission de la RTI. Les humoristes séduisent les populations qui se sont mobilisées pour assister au spectacle. Konepagassoro de Madongui nous fait vivre cette fête pour la bonne année dans cette localité. Chants et danses à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes ni à un concert, ni à un spectacle d'artistes musiciens de la région, mais bien à Bonjour Tour 2021, émission humoristique à succès de la RTI. En fonction des cris, on peut savoir combien quelqu'un a fait le bac. Ceux qu'on fait 4 fois. Et dès qu'on dit le nom, on ne peut plus écouter les résultats des autres. Dès qu'on dit son nom, il faut le voir. Ouais, le maudit là, ah, c'est moi, il n'y a pas l'homme. Ouais, bon maudit encore. Ça lui fait mal, il était en terminale à bac plus 4. Madame la ministre a dit vous avez tout. Et c'est pour ça que le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous dit merci. Voir ces humoristes sur scène à Guiglo, un véritable soulagement pour le public qui ne cache pas son allégresse. Est-ce qu'on peut applaudir pour grimper? C'est un plaisir vraiment, c'était pas évident. J'ai été satisfait, j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, nous avons vraiment de grands talents. Donc on encourage pour qu'ils puissent progresser dans ce qu'ils font. La marraine, la ministre Anne-Désirée Oloto, présidente du conseil régional du Cavalier, s'est réjouie, elle, de la mobilisation exceptionnelle de la population. Après les villes de l'Ouest, Biancouma, Mans, Tout-le-Pleu et Guiglo, équipe de production et humoristes, les jours à venir, mettront le cap sur d'autres villes de l'intérieur du pays. Dans le reste de l'actualité au Niger, 2 personnes tuées lors des troubles qui ont suivi la proclamation des résultats de la présidentielle. Le ministre de l'Intérieur annonce également 468 arrestations depuis mardi, y compris certains hommes politiques qu'il n'a pas nommés. Il a signalé des dégâts de biens publics et privés. Il a accusé le principal opposant, Hama Amadou, d'être à l'origine de ces troubles. Ce dernier qui n'a pas pu se présenter à cause d'une condamnation en justice. Il est recherché pour incitation à la violence. RFI condamne également l'incendie du domicile de son correspondant à Niamey, Moussa Kaka. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 23h avec Marine Cognon. Ce soir, le sage nous apprend que le borgne ne doit pas danser dans le sable. Dieu le voulant, on se retrouve demain.